Spotlight, le podcast de décryptage ciné-série qui met en lumière les phénomènes du moment. Spotlight. Il s'est fait connaître en 2008 en signant le scénario du brillant diptyque consacré à l'ennemi public numéro 1, Jacques Messrine, mis en scène par Jean-François Richet. Il était également derrière le récit magistral d'Un prophète de Jacques Audiard, pour lequel il a remporté le César du meilleur scénario original. Et on lui doit aussi le scénario de la série Braco à partir de la saison 2, pour laquelle il a remporté en 2012 un prestigieux Emmy Award. C'est Abdel Raouf Dafri, probablement l'un des scénaristes les plus courtisés sur le petit comme grand écran. Mais s'il a toujours mis sa plume au service des autres, il n'était jamais passé à la réalisation. C'est désormais chose faite avec 1500 impurs en salle depuis mercredi. Un film de guerre âpre, dur, frontal et sans concession qui a pour toile de fond la guerre d'Algérie. Notre journaliste Olivier Palaruello a eu le grand plaisir de longuement s'entretenir avec lui autour de son film. Un entretien franc, parfois sans filtre, mais toujours d'une grande sincérité. L'occasion de mesurer encore à quel point Abdel Raouf Dafri n'a pas sa langue dans sa poche. Je suis entré dans le monde du cinéma avec pour principal objectif de parler un jour de la guerre d'Algérie. Donc la question simple, pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons. La principale étant d'ailleurs mes origines ethniques. Et le fait que je n'ai pas été éduqué à la maison par mes parents qui étaient analphabètes et qui n'avaient pas eu à subir la colonisation dans ce qu'elle a de plus dur. Mon père était un criminel de droit commun, on pourra dire une racaille de la rue, ça c'est clair. Ma mère était la fille d'un chauffeur d'autobus, elle vivait à la maison avec ses sœurs et sa mère. C'était des gens rangés et tranquilles, ok ? Et du coup, la guerre d'Algérie n'a jamais été un sujet à la maison. Pourtant, quand j'ai eu 14 ans, mon père a acheté une encyclopédie sur la guerre d'Algérie en 11 volumes. Et il m'a dit, si ça t'intéresse un jour de savoir d'où on vient et surtout d'où on revient. Comme t'aimes lire, ça peut t'apprendre des choses. Et j'ai commencé à découvrir en lisant, mais juste sans intérêt particulier, la guerre d'Algérie. Et en grandissant, je me suis rendu compte que dans notre cinéma, il n'y avait pas de film fort, à la fois divertissant et réflexif, sur la guerre d'Algérie. On n'avait pas l'équivalent d'un Voyage au bout de l'enfer, d'un Apocalypse Now ou d'un Platoon, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le genre cinéma sur la guerre d'Algérie. On avait le genre cinéma sur la Seconde Guerre mondiale. On avait le genre cinéma sur la Première Guerre mondiale. Quoique, on pourra encore en discuter. On avait le cinéma français, genre comédie, polar et compagnie, mais on n'avait pas un genre lié à la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, avec par exemple l'apparition du film Les Misérables et son succès, il y a eu La haine avant Ma cité va craquer, on a un genre cinéma banlieue, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on n'avait pas un genre cinéma guerre d'Algérie. Et je me suis dit, ok, peut-être que je vais foirer mon affaire, peut-être que je vais me planter, mais il est important pour moi d'aborder la guerre d'Algérie. C'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai choisi la commande sur Jacques Messrine, parce que c'est quand même un homme qui se déclarait raciste et qui a tout fait, qui a fait un mariage blanc pour s'émanciper de ses parents et pouvoir s'engager dans l'armée française et faire la guerre d'Algérie. Et la scène d'ouverture du premier Messrine s'ouvre au cours d'une séance de torture. Et ensuite, je savais en rentrant dans le cinéma qu'à un moment ou à un autre, je ferais un film sur la guerre d'Algérie. Je ne m'imaginais pas que je le réaliserais, mais je savais que j'initierais, que j'écrirais un film sur la guerre d'Algérie. Il s'est trouvé que j'ai eu à réaliser, parce que j'explique bien, j'ai eu à réaliser, parce qu'au départ, je ne voulais que l'écrire et le confier à un metteur en scène de talent. Je vais cette question-là, justement. Au départ, vous envisagez peut-être uniquement de l'écrire et de confier le script Oui, parce que moi, je suis très heureux d'être scénariste. J'adore écrire pour un metteur en scène que je respecte et que j'admire. J'adore écrire. Je suis chez moi, je suis assez misanthrope, je suis pas quelqu'un qui sort, on ne me voit pas dans les soirées, je ne vais nulle part, je reste chez moi, ma famille, mon travail, basta, quoi. Et mes petites cantines dans mon quartier parisien et tout va très bien. Et moins je vois de monde, mieux je me porte. Mais là, prendre la responsabilité et la charge d'un film, ça implique d'abord du talent, ça implique une vraie condition physique et un vrai désir. Et le fait de savoir, et des déceptions aussi, parce que mon film a subi beaucoup de difficultés pour être financé malgré le talent de mon producteur et sa réputation, Marc Missonnier. Voilà.
Mais sur la guerre d'Algérie, j'avais tenté de proposer mon film, 15 sang impur, à Jean-François Richer, qui m'a dit « Je ne me sens pas légitime pour faire ça. Je pense que la personne la plus apte, c'est toi. » Je lui dis « Mais j'y connais rien en technique. » Il m'a dit « Si tu as un super chef-op et que tu as une vision, ça devrait aller. Ça devrait le faire. En plus, tu as déjà un super scénar. Tu n'as plus qu'à y aller. » Et je me suis lancé. J'ai eu la chance, mais vraiment la chance, la seconde chance après Marc Missonnier, de rencontrer Michel Amathieu, qui est un directeur photo extraordinaire, qui aime le cinéma, qui aime le cadre. On a parlé pendant longtemps. En plus de ça, j'ai eu la chance de le rencontrer à l'issue de la saison 4, la saison finale de Braco, parce que c'est lui qui a photographié toute la saison 4. Et ensuite, il a photographié Versailles 2, et je connaissais son travail. Il avait travaillé sur Doberman il y a très longtemps avec Yann Kounen. C'était un mec, il avait travaillé aussi avec Costa Rica, et c'était un mec sur le plan humain et artistique dont je me sentais très proche. Et on a travaillé ensemble pendant 2 ans à la réflexion de ce que sera le cadre, de ce que sera l'image. Il avait adoré le scénario. Et le film lui doit énormément, ça c'est clair. Et j'ai découvert que quand tu as un putain de chef-op et que tu as une vraie vision, en général, et surtout un super scénar, c'est compliqué de se vautrer. Il y a souvent la Sainte Trinité de par Gabin, l'histoire et encore l'histoire. Oui, il a raison, Gabin. Il avait raison, il avait vu clair. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'intellectualise pas le cinéma. Je ne réfléchis pas de manière intellectuelle le cinéma. Je le réfléchis de manière charnelle. Voilà. Et de manière divertissante. Après tout, un film, même sur un sujet grave, Steven Spielberg l'a prouvé avec la Shoah. Il a fait la liste de Schindler, qui est graphiquement superbe, qui en termes de dramaturgie est époustouflant. Et en même temps, ça ne peut pas être qu'un simple divertissement. Et je voulais ça, un divertissement qui ne soit pas qu'un divertissement. C'est difficile justement de maintenir cette ligne de crête, même dans l'écriture, quand on s'attaque à un sujet qui est quand même super tabou, et pardon du mauvais jeu de mots, mais on marche vraiment sur un terminé. Donc quand on aborde un sujet comme ça, c'est difficile d'écrire un... Non, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ça n'a pas été difficile pour une raison très très simple, c'est qu'il y a pléthore de livres sur le sujet. Il y a des soldats français, énormément. Il y a les plus illustres qu'on connaît, Bijard, Massu, Ossarès, qui ont écrit. Mais il y a d'autres sous-officiers qui ont écrit. Il y a des historiens en grand nombre et de grand renom qui ont écrit sur la guerre d'Algérie. Et ces gens-là, leur travail, les archives aussi, les photographies, parce qu'il y a beaucoup de photos, beaucoup de films qui ont été faits sur la guerre d'Algérie et qui étaient sous le contrôle de l'armée française. Toutes les images d'archives qui existent, je parle des films, et de beaucoup de grandes photos, par exemple celle de Marc Garanger, qui était un appelé, qui était au service photo, et qui a photographié la guerre d'Algérie, sont sous le contrôle de l'armée, sont sous copyright militaire. Et grâce à ce matériau, grâce à ces trésors d'archives, je savais toujours, j'avais une boussole, je ne pouvais pas me perdre. Je ne pouvais pas aller dans la complaisance et je ne pouvais pas tout d'un coup me perdre dans quelque chose de bête et surtout j'avais à cœur de ne pas manquer de respect aux gens qui ont vécu cette guerre, qui ont eu à la subir. Donc j'avais un travail intellectuel et intelligent à faire, même si c'était au service d'une pure fiction, parce que mon film n'est pas historique, au sens de drame historique avéré, mais je ne devais pas aller trop loin. Donc je devais créer des archétypes qui me permettent de faire passer un discours et que ces archétypes, sur le plan des émotions, de l'ADN émotionnel, soient aussi crédibles à travers le comportemental et le lexical que ceux qui avaient vécu à cette époque-là. Donc c'était tout un travail de compréhension d'Algériens et de Français et d'un mental qui n'existe plus aujourd'hui. Quels étaient l'écueil qu'il fallait absolument éviter pour, par exemple, je parlais du point de vue de l'écriture, vu le sujet du film, quel écueil il fallait à tout prix éviter en tout cas, déjà aussi pour un premier film en tant que réalisateur. Le didactisme, la pédagogie et l'exhaustivité. Surtout ne pas s'excuser de ce qu'on fait. La guerre d'Algérie est encore
une plaie à vif, mais j'ai constaté elle était souvent, c'est souvent les imbéciles qui sont pétris et des imbéciles des deux camps. C'est-à-dire qu'il y a des Algériens qui prétendent que l'armée française a été battue par le FLN. C'est une stupidité. Même le FLN le reconnaît. Mais quand quelqu'un me dit le FLN a gagné contre l'armée française, je rigole. Quand des gens me disent que la colonisation et des Français de souche Astérix me disent on a amené la civilisation, on a construit des routes et des hôpitaux. Les hôpitaux servaient principalement à la population colonisatrice, donc aux propriétaires terriens, donc à ceux qu'on appelait les Européens d'Algérie. Quant aux routes, elles ont été construites et elles ont été créées pour acheminer les denrées périssables vers le port et ensuite être livrées au marché de Rungis à temps. C'est-à-dire que les routes, la construction des routes a mené toutes au port pour transporter des marchandises. Ok ? Voilà pourquoi, voilà les routes et l'héritage. Parce que aucun Algérien n'avait les moyens d'avoir ne fût-ce qu'une bicyclette. Les 3/4 étaient à pied et en sandales. Les enfants étaient cireurs de chaussures dans les villes. Et je n'ai pas trouvé, pourtant j'ai cherché, la photo d'un Algérien qui a une voiture ou même un scooter. Ça, j'en ai pas trouvé. Donc, on a fabriqué des routes parce qu'on en avait besoin. Quand je dis on, je parle des Européens d'Algérie, des Français d'Algérie, des colons, des Français qui étaient là-bas, ils en avaient besoin pour eux, et quand ils sont partis, ils n'allaient pas repartir avec le bitume. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? S'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Donc ils n'ont rien légué. Ils ont abandonné des choses parce que de toute façon, il fallait partir. Mais le pays n'était pas le leur, même s'ils y sont nés, ça se mérite autrement. Si moi je viens au monde en France et que je commence à maltraiter mes contemporains, c'est pas parce que je suis né en France que j'ai le droit de les maltraiter ou de mal me conduire avec eux en leur disant « c'est moi qui ai tout compris et pas toi ». Ok ? Et en plus de ça, l'Algérie existait au moment où nous l'avons colonisée. Si on remonte à 1830, les généraux français les plus durs reconnaissent les crimes qu'ils ont commis en Algérie. Pour eux, ce n'était pas des crimes, c'était un travail de mise au pas. Mais ils le disent. D'ailleurs, ce qu'écrit Alexis de Tocqueville là-dessus est absolument terrifiant. Ah, bah, il n'y a pas qu'Alexis de Tocqueville. Même Bugeaud, qui était un général réputé qui a créé les enfumades, il disait à ses soldats, ne courez pas après les Arabes, massacrez-les. Ça n'est pas la peine. Empêchez-les de récolter, empêchez-les de semer, et chaque année, au moment de la récolte, rendez-vous sur les champs, détruisez tout, et s'ils résistent, exterminez-les. Waouh! On est en 1840! Et tout d'un coup, à partir de 1900, on aurait commencé à tomber amoureux des populations indigènes? C'est quoi cette plaisanterie? L'affaire était mal emboîtée dès le départ. Nous sommes allés là-bas parce que la France avait, sous Charles X, avait une créance avec le bey d'Alger, qui était le représentant de l'Empire ottoman qui avait colonisé l'Algérie. On lui devait de l'argent, c'était une somme importante, sur du blé qui nous avait été livré afin de renflouer nos soldats qui menaient une campagne contre l'Italie. Nous étions en guerre contre l'Italie. Quand je dis nous, je parle de la France. Et le dey d'Alger n'arrêtait pas de réclamer le remboursement. On a profité d'un prétexte avec une histoire d'éventail stupide. Et on a affrété 600 caravelles, on est allé là-bas et on l'a fait à l'ancienne comme les mafieux. Si je veux plus avoir de dettes, je me débarrasse du créancier. Et là, il n'y a plus de dettes. Ensuite, on s'est retrouvé là-bas, mais pendant très longtemps, on s'est posé la question de savoir si on allait garder cette terre. Bugeaud lui-même, quand il revient des campagnes contre Abdelkader, parce que la guerre, Abdelkader s'est dressé dans un djihad contre la France, c'est ce qu'il déclarait, et il a fini par y avoir un traité de paix, voilà, avec Abdelkader s'est exilé. Bugeaud revient en France et fait son rapport auprès d'une commission parlementaire, et il préconise que l'on quitte l'Algérie parce que c'est une dépendance qui va ruiner les finances de la France. Et que là-bas, il n'y a rien de bon à en tirer. C'est Bugeaud lui-même qui le dit. Il changera d'avis quand il sera nommé gouverneur d'Alger. Et là, il sait qu'il va devoir faire le sale travail.
pour installer les colonies et rassurer les Européens d'Alger qui sont déjà sur place. Et il fera ce travail d'arrache-pied. En 1830, quand nous sommes arrivés là-bas en Algérie, nous avons trouvé 3 millions d'autochtones. En 1848, il n'y en a plus que 2 millions. Entre-temps, il y a eu les razzias et les massacres de l'armée française sur ces gens-là. On en a liquidé 1 million en 18 ans. Pas mal, peut mieux faire. C'est dur de remonter après ça. C'est un peu... Si, alors c'est une question que j'avais prévue pour plus tard, mais parce qu'on parlait justement des blessures encore à vif. J'ai une question, c'était par rapport à des propos tenus par Benjamin Stora, que vous connaissez, vous avez forcément lu, qui disait la chose suivante, à propos des relations toujours acrimonieuses et tendues entre l'Algérie et la France et des feux mal éteints. Il disait la chose suivante: l'apaisement des relations algéro-françaises implique un travail de deuil que doit faire la France en acceptant sa défaite. Quel est votre sentiment là-dessus? Maintenant, 60 ans après, est-ce que vous pensez qu'on est capable de faire ce travail de deuil et d'accepter Il faut écouter ce que Benjamin Stora dit, parce que c'est un monsieur très intelligent et un très grand historien. Il dit « la France doit faire son deuil ». Et Benjamin Stora va souvent en Algérie. C'est un juif algérien qui connaît très très bien l'Algérie, c'est son pays, il le connaît très très bien et beaucoup mieux que moi, je ne le connaîtrai jamais. Benjamin Stora, dans cette déclaration, il dit une chose très vraie. Il dit « c'est à la France d'accepter sa défaite ». Les Algériens ont fait le deuil de cette histoire. En Algérie, si vous rencontrez des Algériens, si vous y allez en vacances, vous serez respecté, monsieur. Vous serez apprécié. Les Algériens, et je parle d'aujourd'hui et des générations précédentes, ils respectent la France et les Français. Pour eux, on est des gens super. Certes, il y a eu un problème avec la colonisation, mais ça, c'est réglé. Et Benjamin Stora dit, c'est à la France d'accepter sa défaite, mais la défaite de la France, c'est pas le peuple français, puisqu'il y a eu un référendum. Le référendum a été voté en France pour l'autodétermination, et la France, les Français de l'époque ont voté à plus de 76% pour l'indépendance des Algériens, pour qu'on se retire de cette sale affaire, de cette sale affaire que De Gaulle avait surnommée la boîte à scorpions, en parlant de l'Algérie. Et en Algérie, les Algériens ont voté, et à plus de 76%, quasi 80%, ils ont voté pour que les Français partent. Aux dernières nouvelles, depuis 70 ans, et bien que ce peuple ait des problèmes avec un pouvoir corrompu, je n'ai pas entendu que les Algériens réclamaient le retour du colonialisme et des Français. Il y a un vieux dicton algérien qui dit « quand tu es dans la merde, tu te démerdes ». Ça veut dire tu te sors de ton truc. C'est tout. Donc, il n'y a qu'en France où il y a encore les gens du Front National, l'extrême droite. Récemment, un magazine qui est un torche-cul, qui est un magazine d'extrême droite bien connu, puisque notre président a eu la stupide idée d'aller leur donner une interview. Figurez-vous que ce magazine organise des voyages 8 jours, 7 nuits pour près de 3 000 € pour découvrir l'Algérie éternelle. Alors l'Algérie dont parlent les représentants de ce magazine, c'est l'Algérie d'avant 1962. Et savez-vous qui est le guide pour vous emmener découvrir cette Algérie éternelle? C'est un ancien parachutiste. Donc, ces gens-là, visiblement, n'ont pas encore encaissé que l'Algérie soit une nation souveraine. Essayons d'imaginer aujourd'hui des Allemands qui organiseraient des voyages dans l'ancienne Pologne éternelle avec un ancien officier SS pour vous faire découvrir la beauté de Buchenwald, d'Auschwitz. Non mais on est chez les dingues. Donc en France, il y a un magazine d'extrême droite assez révisionniste sur la question de la colonisation qui organise des séjours en Algérie avec un ancien parachutiste qui a fait la guerre d'Algérie mais qui est toujours colonel de réserve. Non mais c'est une plaisanterie. On est chez les dingues. Donc ceux qui n'ont toujours pas digéré la fin de la guerre d'Algérie et la fin de la colonisation, c'est une faction de Français qui sont de droite, d'extrême droite et souverainistes et qui n'ont rien compris à la marche de l'histoire. Et Benjamin Stora a raison de dire accepter la défaite. Mais cette défaite, elle n'a pas été infligée par le FLN, elle a été infligée par les deux peuples par référendum. La voix du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les deux peuples, c'est le peuple français et le peuple algérien. Là-dessus, moi je suis très très clair. J'ai ouvert des livres. Ok ? Je ne me suis pas fait idéologiser. J'ai ouvert des livres. Et j'ai même lu les livres des officiers français qui, eux, ont fait la guerre. Et pas les petits cons
qui se prennent aujourd'hui pour des, je ne sais pas trop quoi, les protecteurs du souvenir de l'histoire de la France colonialiste, alors que ils sont nés dans les années 80 ou 90 et qui nous la jouent encore l'Algérie française. Non mais sérieusement, moi j'ai lu les officiers français qui ont trempé dans cette guerre, qui ont vu leurs hommes tomber et qui disent tous la même chose. Là-bas, on a fait du sale. En face, le FLN, et c'était des barbares. Et je parle de la partie guerrière du FLN, pas de la partie intellectuelle qui m'intéresse un peu beaucoup et même bien plus. Mais en face, on était dans un ensauvagement en 1960 et c'était celui qui tombe qui a tort. Et celui qui est encore debout et apte à tuer, c'est celui qui a raison. C'est ça la logique de 1960. Et c'est là que j'ai installé, sur une dizaine de jours, sur une petite semaine, l'action de mon film. Alors pardon. Vous avez fait un film de guerre, mais un des thèmes sous-jacents de celui-ci, c'est quand même l'identité française. Ah, exactement. Et or, ce qui est tout à fait intéressant, et là je regarde par le prisme de l'actualité, en France il y a eu un écho d'ailleurs, le ministère de l'immigration, de l'identité nationale, c'est l'époque créée en 2007, François Hollande était revenu d'ailleurs encore dessus, bref, ça revient comme une obsession. Pourquoi en fait on a en France cette obsession-là, cette question d'identité? Parce qu'on fantasme. On fantasme. Voilà, on a été un empire colonial. On est allé, comme le disait le général de Gaulle, dans des pays en Afrique pour apprendre à des Africains et à des Arabes que leurs ancêtres étaient gaulois, ce qui n'est pas vrai du tout. On a tenté de pratiquer l'assimilation, qui est une connerie. Moi, je suis français. Certes, je suis aussi algérien par mes parents, mais ça ne m'encombre pas. Ok ? Mais je le sais. Et je ne m'affiche pas drapé dans un drapeau algérien dans la rue. En France, on a ce souci avec notre identité. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que le problème de l'identité s'est même posé dans les années 40. Mais à l'époque, la cible, c'était pas les Noirs ou les Arabes, c'était les Juifs. Il faut quand même se rappeler qu'en France, il y a eu un ministère aux affaires juives. Il faut se rappeler qu'à l'époque, avant le décret Crémieux, les Juifs qui étaient en Algérie étaient considérés comme Français d'origine israélite. Ok ? C'était marqué en toutes lettres sur leur papier. Il y a des preuves de ce que j'avance. Il faut juste aller dans les ministères ou aux archives ou à la Bibliothèque nationale de France et on retrouve ces papiers. Le décret Crémieux arrive, les Français, les Juifs algériens ou Juifs français, appelez-les comme vous voulez, mais en tout cas Juifs, peuvent devenir des Français à part entière. Parce qu'avant, dans la tradition française, n'était français que celui qui avait du sang catholique qui coulait dans ses veines. Donc on devenait français par le baptême. D'accord ? Après, il y a eu le décret Crémieux qui permettait aux Juifs d'être à la fois juifs par leur culte religieux et aussi français. Et les catholiques ont décidé de l'arrêter là. Mais ça les emmerdait quand même. D'ailleurs, ça les emmerdait tellement que quand le régime de Vichy est remis en place et qu'on déporte et puis qu'on s'attaque aux Juifs dans les rues et qu'on les oblige à porter une étoile, hein, et qu'on les dépossède de leurs biens, qu'est-ce qui se passe ? Les Juifs qui sont en Algérie, Vichy leur retire la nationalité française. D'un trait de plume, ils ne sont plus français tout court, ils redeviennent indigènes israélites. Intéressant, hein ? Pendant le régime de Vichy, la Marseillaise est interdite. C'est un chant d'obédience socialiste. C'est un chant de liberté. C'est quoi l'hymne national de la France sous le régime de Vichy ? C'est Maréchal nous voilà. Alors, les nationalistes aujourd'hui aiment réécrire l'histoire. Ils aiment se prendre les pieds dans le tapis sur certains détails. Mais, manque de bol pour eux, il y a des gens qui ouvrent des livres et j'en fais partie. Et il y a des preuves et il y a des traces écrites. Maintenant, en France, on aime s'interroger sur l'identité. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, la figure tutélaire, elle était blanche. Elle avait la tête du général de Gaulle, la tête de Catherine Deneuve ou de Brigitte Bardot, la tête de Jean-Marie Le Pen. C'était une tête bien blanche, bien... Voilà, une tête d'Européen. Voilà. Et de Gaulle était dans cette mouvance-là. Mais c'est normal, de Gaulle, c'est un homme du 19e siècle. Le mélange des races,
c'est un truc qu'il ne connaît pas et qui ne l'intéresse pas. Et il n'en veut pas. Pour lui, la France, la souche de la France, c'est européenne, chrétienne, avec des racines latines et grecques. Basta. Pour lui, les Arabes ne sont pas des Français, ils ne le seront jamais. Il a fait des déclarations très claires là-dessus. Et donc, pendant des années, on a accueilli des Algériens. On ne les a pas accueillis parce qu'on était content de voir revenir des Arabes. On les a accueillis parce qu'il fallait construire des routes. Ils étaient ce qu'on appelle la MOI, la main-d'œuvre immigrée. C'était très utile pour faire travailler le pays. Moi, pendant très longtemps, j'ai vu des Arabes et des Noirs éboueurs. J'ai jamais vu un Gaulois de souche Astérix se dire « plus tard, je vais ramasser les ordures dans mon quartier ». C'était des boulots d'ingrats. Les boulots du BTP, c'est des boulots qu'on offrait à des immigrés, parce que c'était une main-d'œuvre. On avait tout un système autour de ça. On leur apprenait même les rudiments du français quand on les venait venir sur le territoire. Bien sûr, ces gens se sont installés ici, ils ont eu des enfants, puis tiens, il y a des enfants, par exemple, Abdelraouf Dafri, il aime bien les blondes. Puis quand on fait des enfants, c'est un petit peu métissé. Et puis, il y a des noirs aussi qui arrivent. Ah bah tiens, et les blondes, elles les aiment bien, les noirs. Ça les change de leur blanc au jaune. On se dit, tiens, voilà. Puis petit à petit, comme ça, on commence à voir... ah tiens, il ressemble plus tellement au général de Gaulle, là, le gamin. Et en plus... ils prétendent vouloir se souvenir de leurs origines. On va tout de suite s'interroger sur la question. Alors c'est vrai que quand on voit Brice Hortefeux quand il se regarde dans un miroir, c'est clair que quand il regarde Zinedine Zidane, il se dit celui-là s'il marque pas de but, je peux pas le blairer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il se dit va falloir commencer à s'interroger parce que c'est pas tous des Zinedine Zidane là ceux qui sont chez nous. Donc on va faire un ministère de l'identité nationale comme il y a eu un ministère des Affaires juives. Et le plus démentiel dans tout ça, c'est que les socialistes récupèrent l'idée avec un certain Manuel Valls. Il est même pas né en France, le mec. C'est un Espagnol. Et il va venir nous dire comment il faut être français. On est chez les dingues. On est chez les dingues. C'est-à-dire qu'on s'ennuie dans ce pays. On est comme des poissons rouges qui se plaignent parce qu'il y a trop d'eau dans l'aquarium. Donc, on a le temps pour s'emmerder avec des sujets à la con. Et quand on interroge les Français et on leur dit, c'est quoi votre problème sur l'identité nationale? Ah non, moi j'ai des problèmes de fin de mois, hein. Et puis moi, il faut que je trouve du travail. Et puis je veux acheter des cadeaux à Noël et je veux partir en vacances. Les Français s'en foutent. C'est que les politiques qui fabriquent un écran de fumée sur n'importe quoi. Moi, ça me fait rigoler. Moi, sincèrement, quand je regarde ça, j'ai l'impression d'être dans une comédie italienne. Donc, des années 70. Je me dis, les mecs sont fous. Ils ont du temps à perdre. Alors, c'est vrai que, sincèrement, si être un Français de bonne souche, c'est avoir la tête et le physique de François Hollande, sincèrement... je suis bien content d'être comme je suis. Je préfère même. C'est aussi simple que ça. Alors, bien sûr, c'est des débats qui ne sont pas allés loin parce qu'on est un pays où on aime bien ouvrir notre bouche, on aime bien gueuler, on aime bien la ramener. On est des Français, on est des grognards, on n'est jamais content de rien. On pense que la France, c'est un enfer. Ok, essayez Los Angeles. Essayez la Birmanie. Essayez même le Japon. Hein. Il y a Carlos Ghosn, il a essayé le Japon. Hein. Il est vite revenu. Il s'est dit, je vais retourner dans un pays d'arabe parce que là, je peux pas lâcher les Japonais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en France, on se fait une idée de nous, mais c'est pas on, hein, c'est pas le peuple dans son ensemble. C'est une faction comme ça qui lance un sujet. Et si le sujet est un sujet qui peut faire audience, parce que les médias, c'est comme le porno, hein. Si c'est un moment il n'y a pas quelqu'un qui entube un autre, on ne regarde pas. Hein. Ce qui se passe entre deux, on s'en fout. Hein. Oui, elle regarde la télé. Bon, le plombier, il arrive à quelle heure dans le scénario? Ça, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on est dans cette société-là où tout le monde critique. Le web est devenu le bistrot du commerce, puis c'est très bien. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il faut que les gens, que la parole se libère et que les gens disent. En plus, on a un appareil pénal qui empêche de dire n'importe quoi ou d'insulter les gens. Et c'est très très bien. On peut s'exprimer en France. Il faut savoir qu'il y a dans des pays, et l'Algérie est un de ces pays-là aujourd'hui, où les gens ont du mal à parler. Moi, je vais vous dire, il y a des manifestations contre le FLN depuis plusieurs mois en Algérie. Il y a des gens qui ont travaillé sur mon film qui sont en Algérie et qui participent à ces manifestations. Et un jour, j'ai parlé avec un Algérien qui était ici, qui a quitté l'Algérie au cours des années 90, quand il y a eu les fameuses années du fils
Ouais, c'est ça, le GIA, les massacres des djihadistes contre les Algériens, cette fameuse... c'est une guerre civile, quoi, au nom d'un dieu, enfin bref. Et je parlais avec ce type qui avait été militaire et qui avait réussi à venir vivre en France, et je lui disais, comment sentez-vous cette histoire de Hirak ? Est-ce que l'armée va céder ? Il m'a dit, monsieur, je redoute une seule chose, la voiture piégée. Et j'ai compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Un jour, il y aura une manifestation de trop, et on va calmer tout le monde. Il y aura une voiture piégée, et tout le monde va rentrer chez soi. Et il y aura des morts, et ce sera terrible. Et j'ai dit, vous êtes sûr qu'ils oseraient la voiture piégée ? Et il m'a dit, depuis l'indépendance, ils osent tout. Rien ne les arrête. Une voiture piégée, c'est une plaisanterie. Pour eux, c'est rien du tout. C'est simplement la question est de savoir quand ils oseront. Mais ils oseront. Waouh! Nous, en France, il faut quand même se rappeler qu'en Algérie, en 1988, le pouvoir en place a fait tirer sur des jeunes, même pas des étudiants, des jeunes, en bras de chemise. Le pouvoir a fait tirer sur sa jeunesse algérienne qui réclamait du travail, qui réclamaient un avenir. Ils leur ont tiré dessus à l'arme lourde. En un week-end, c'est 500 jeunes qui ont été fauchés. On imagine une chose pareille en France ? Non, jamais aucun gouvernement français, aucun homme politique français n'oserait faire tirer à l'arme lourde sur sa jeunesse. Ça n'existe pas. Pardon de vous interrompre, vous avez pensé, par exemple, à sortir votre film en Algérie ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il est montrable ? Alors, dans l'état dans lequel il est, la population va l'adorer, je pense. J'ai déjà eu des retours de journalistes algériens, pas de journalistes français d'origine algérienne, je parle de journalistes algériens qui l'ont vu, qui ont une grande expérience de la vie, qui sont des intellectuels et qui m'ont dit « Waouh ! Merci !» J'étais très fier. Je me suis dit, après, je peux subir toutes les critiques possibles et inimaginables en France. Ces deux journalistes-là, ils m'ont validé. Et ils sont algériens. Et ils ont trouvé le film extraordinaire. Aucun ne m'a fait de remarques sur la violence. Ils ont adoré le film. L'un d'eux m'a interviewé tout à l'heure. J'étais très fier et très ému que le film lui ait plu. J'espère que le film ira en Algérie, mais il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'il n'y a plus de cinéma en Algérie. Il n'y a pas de salle de cinéma. Les Algériens découvrent le cinéma à travers les DVD pirates. Et ouais, donc, piratez mon film. J'espère que, même pirate, je veux qu'il le voie. Voilà, mais il n'y a pas d'argent. Et il n'y a pas de salle. Je suis allé en 2010 avec Tahar Rahim, on est allé présenter un prophète à la demande du Centre culturel français à Alger. La salle, elle se trouvait dans un centre commercial, et je suis désolé de le dire, mais je le dis respectueusement, le son, tout ça, c'était pas une vraie salle de cinéma, c'était pas une vraie salle de cinéma. Nous, on a des salles de cinéma, alors c'est des Rolls-Royce, quoi, c'est waouh. C'est le Las Vegas des salles de cinéma, quand on voit le Beau Grenelle, quand on voit tous ces trucs, on a des Dolby 7, tout ce que tu veux. Les Algériens, malheureusement, n'ont pas ça, la culture a été bafouée totalement. Donc, même s'ils le voient en pirate, et j'en suis désolé parce que le film mérite d'être vu en salle, qu'ils le voient au moins. Mais je pense qu'ils vont se débrouiller pour le voir. J'ai une question. Ah non, pardon, je croyais que... Non. Ah non, c'était dernier, allez-y. Si, c'est une question, j'ai peut-être dû d'ailleurs la poser avant, mais c'est pas grave, par rapport en fait le choix du titre du film, extrêmement puissant, qui est évidemment une référence à la Marseillaise, mais qui désigne aussi, devant le film, le sang des colonisés subissant la tyrannie de l'oppresseur. Comment vous est venue tout simplement l'idée de mettre ce titre à votre film, avec les 3 points de suspension? Ok, j'adore cette question. Il se passe la chose suivante. En France, il y a un malentendu sur l'expression « qu'un sang est pur ». Alors, merci aux historiens. Je m'explique. J'ouvre un livre sur les symboles de la République. Ok ? Et dans ce livre, je le savais déjà, j'apprends que Rouget de Lille, je regarde l'époque à laquelle il a vécu. Alors Rouget de Lille, c'est celui qui a écrit la Marseillaise, qui a créé la chanson, qui a écrit les paroles. Et Rouget de Lille, à son époque, il n'a jamais vu un noir, il n'a jamais vu un chinois, il n'a jamais vu un arabe, il n'a vu que des gens qui ont sa tête à lui, c'est-à-dire des gens blancs,
des descendants de Gaulois, de Celtes. Il n'a jamais vu d'étrangers. Donc, où est-ce qu'on est allé chercher que ce type-là parle d'un sang impur qui appartiendrait à des races inférieures, ok? L'expression sang impur, et avant de donner sa juste définition, en France, quand on dit à quelqu'un laisse béton, ça veut dire quoi? C'est lâche l'affaire. Quand on dit à quelqu'un marche à l'ombre, ça veut dire fais-toi discret. Eh bien, l'expression sang impur désigne l'ennemi. C'est une expression qui était déjà utilisée par Napoléon. Le sang impur définit le sang de l'ennemi, quel qu'il soit. Il est autrichien, il est allemand, il est belge, il est anglais. Le sang impur, c'est le sang de l'ennemi. Et dans la Marseillaise, le sang impur, c'est celui d'ennemi. C'est donc qu'un sang impur abreuve nos sillons se traduit par, en langage aujourd'hui, que le sang de l'ennemi abreuve nos sillons. C'est tout ce que ça veut dire. Dans les années 80 ou 90, il y a eu une explication foireuse de la part de l'extrême droite et de la fachosphère pour dire que c'était le sang des pauvres agriculteurs français, des républicains, en opposition à celui des nobles qui serait le sang pur. C'est de la connerie, hein. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Il faut revenir à l'étymologie d'une expression. Il faut revenir à l'étymologie et à la sociologie des mots. Pourquoi sont-ils utilisés? Le sang impur, dans la très vieille France, celle de Napoléon, c'est celui de l'ennemi. Ça n'a jamais été celui d'une race. Donc, mon titre est à double tranchant avec les points de suspension. Qu'un sang impur, du point de vue algérien, c'est celui de l'armée coloniale. Du point de vue de l'armée coloniale, c'est celui de l'algérien. Et les 3 points de suspension, qu'un sang impur, 3 points de suspension, laissez votre imagination cavaler. C'est tout. C'est vraiment ça. Et je voulais jouer avec les symboles de la République et de mon pays. Voilà. Si, par exemple, pour moi, le sang impur était celui des Français, ce qui est du grand n'importe quoi, ou que je considérais que la France avait, que la France avait besoin de gagner à travers le cinéma contre l'Algérie, à la fin de mon film, c'est en français qu'on l'entend la Marseillaise, pas en arabe. Ok? Slam, qui était le coach des comédiens sur le tournage pour qu'ils apprennent l'arabe, Slam a traduit, je lui ai dit, je ne veux pas une adaptation, je veux une traduction des paroles de Rouget de Lille. Et les paroles de la Marseillaise telles que vous la connaissez, telles que je la connais en français, sont retraduites quasi au mot par mot en arabe. C'est exactement la même chose qui est dite en arabe. Et la chanson est magnifique, la jeune fille qui chante ça, elle est bouleversante. Voilà, sa voix est à tomber. J'avais une question, on a un peu parlé tout à l'heure de la violence, mais bon, évidemment, on est dans un film de guerre et vous l'avez dit vous-même, moi j'ai opté pour une approche frontale en fait, des événements, des faits. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont très dures. Est-ce que vous avez hésité en disant ça je peux pas le montrer en frontal, il faut que ce soit hors champ, où est-ce qu'on met finalement le curseur par rapport au traitement de la violence dans votre film? Peut-être que vous avez eu beaucoup de discussions avec Marc Missonnier. Comment est-ce que vous avez peut-être des cas de conscience? Ça, je peux le montrer, ça, on peut pas le montrer. Alors, moi, je suis un mec simple. J'ai démarré à l'usine à l'âge de 16 ans. Comme je l'ai dit, je n'intellectualise pas, mais il y a des choses qui me déplaisent, c'est-à-dire un type dont le crâne vole en gros plan après s'être pris une balle, je ne vois pas en quoi c'est intéressant. Un œil crevé par une lance, si on fait un film à l'époque des Mayas, comme l'a fait Mel Gibson avec Apocalypto, je peux le comprendre, il y a une barbarie, on souhaite la montrer. J'ai toujours choisi le hors-champ. J'ai choisi, alors il y a de multiples scènes de torture, parce qu'on était très imaginatifs, nous les Français, pour torturer les populations ennemies. On a été très imaginatifs en Indochine et on l'a été aussi en Algérie. On était tellement bons pour ce qui est de torturer les gens qu'à la fin de la guerre d'Algérie, la CIA appelait, on a eu nos militaires, Massu, Bijar, Ossares surtout, ont été appelés par Pinochet au Chili. On a été appelés par le pouvoir militaire argentin, par les Birmans. On a donné des leçons de torture
dans des pays sous régime dictatorial. Il faut quand même le savoir. On a bossé avec les juntes militaires. On avait un savoir-faire. Hein. La torture made in France, pour ça, on est bon, on sait faire. Ok, Massu s'est exprimé sur le sujet. Donc moi, j'ai choisi la technique de torture du sac parce qu'elle m'avait été racontée par Charlie Bauer, parce que Mesrine l'avait vécu. Et je trouvais que c'était une très bonne scène parce qu'on savait, à partir du moment où la massue se lève et qu'elle retombe, on n'a pas besoin de montrer la tête se faire écraser. On a juste et je reste, en fait, mon choix de violence, c'est de montrer la violence sans manquer de respect à la victime. Je suis toujours du côté des victimes. Toujours. Le seul moment où on voit dans mon film quelqu'un se faire abattre, c'est un moment où le personnage, je n'ai aucun respect pour lui et tu mérites de crever, et on voit sa gueule prendre les balles. À chaque fois, dans les autres situations, on ne voyait pas la scène du massacre dans le village, je ne l'ai pas montré, mes personnages arrivent après et on voit les cadavres éparpillés sur le village. Et là, quand le boucher emmène les enfants, on ne voit pas ce qui se passe. Je ne montre pas les corps des enfants. Quand mon héros, Steve Tienche, regarde à l'intérieur de la tente, on ne voit pas. Et j'aurais pu avoir, hein, on avait les mannequins à disposition qui ressemblaient à des corps d'enfants. J'aurais pu faire un plan comme ça, rapide, dans une semi-obscurité un peu stylée. Non, je ne fais pas ça. Les gens sont assez intelligents pour savoir ce que je ne montre pas. Et leur imagination fonctionne. Et je ne voulais pas aller dans l'obscénité. Parce que des gens ont vécu ces actes de violence il y a très longtemps, et même si c'est il y a très longtemps, il faut le respecter. Si j'étais dans un film de gangster, complètement imaginatif, je peux montrer un type se faire arracher l'oreille ou le bras, ou il couper une main, et l'autre qui prend sa main et qui la serre comme ça. Finalement, je m'entends bien avec toi. Bon, non, j'aurais pu. Parce que c'est de la totale fiction, et on sait qu'on est chez les dingues, qu'on s'amuse, quoi, que c'est de la pure fiction. Dans le Terminator, on peut monter un type se faire exploser la tronche, voilà, parce que les gens savent qu'il n'y a pas de robots qui vont vous éclater la tronche. Donc, même s'ils éclatent la tronche d'un être humain, c'est pas grave, parce qu'on sait que ça ne peut pas arriver dans la réalité. Mais dans mon film, les gens ont vécu la guerre d'Algérie. Il y a des gens qui sont encore vivants, et je n'ai pas envie de faire dans l'obscène. Je n'ai pas envie de faire dans l'obscène. Donc, et pourtant, ce que je préférais, plutôt que montrer, c'était susciter 1h49 de tension. Qu'on sente que la menace est en permanence palpable, que tout peut arriver, et que les comportements sont tellement exacerbés à vif, que n'importe quoi, même la mort d'un des personnages, je ne filme pas la balle dans la tête. Je montre la menace, et la détonation est un écho qui déclenche autre chose. Et même quand un de mes personnages tue un arabe, et il le tue difficilement dans une séquence, et on voit à son visage qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Il n'a pas marqué un but contre l'humanité pour s'en réjouir. Ça le dégoûte de devoir refaire ça. Il le fait parce qu'il a besoin de survivre, mais ça le dégoûte et on peut le lire sur son visage. Merci, Johan Eldenberg. Voilà. Donc la violence, j'ai toujours su où j'allais et j'avais expliqué à mon producteur, parce que moi j'explique toujours ce que je fais. C'est une question d'honnêteté, je suis totalement transparent avec les gens avec lesquels je travaille, je ne veux pas les trahir ou qu'ils se sentent arnaqués, floués. Je leur dis voilà, je vais faire ça et je pense le filmer comme ça. Quand il y avait des interrogations de la part de mon producteur sur la façon dont j'avais filmé la séquence, je lui ai dit écoute, surtout sur la séquence d'ouverture, je lui ai dit t'inquiète pas, les gens ne verront rien, mais ils auront tout vu dans leur tête à eux, mais pas sur l'écran. Et la preuve, c'est que ça marche. Transition magnifique, parce qu'on parlait de l'acteur principal. Formidable. Bon, tout le casting est. On est à 35 déjà. On est 35. 35, d'accord. J'ai encore deux questions. Mais celle-là, il y a encore une autre question. Mais on ne peut pas ne pas parler du casting qui est absolument formidable, notamment Johan. Olivier, juste. Hop, vas-y. Pardon. Oui, donc une question sur le casting, et notamment donc, l'acteur principal, Johan Eldenberg. J'ai lu, en fait, vous dites que vous êtes inspiré pour créer son personnage, vous êtes inspiré d'un héros de la guerre d'Indochine, un Belge. Alors voilà, c'est très intéressant. J'adore cette question, parce que je voulais avoir Johan Eldenberg. Je ne voulais pas un personnage franco-français. Je voulais pas un acteur totalement français. Parce que à travers le personnage de Johan Eldenberg, Johan est belge, je voulais rendre hommage à un Français
qui est un sous-officier, qui est le sous-officier, vous pourrez vérifier, il s'appelle Roger Vandenberg. C'est le sous-officier français le plus décoré du XXe siècle. Et Roger Vandenberg, surnommé Vanden, était patron dans les commandos Nord-Vietnam. C'est une légende dans l'armée française. Sa maman était juive espagnole. Elle sera déportée à Dachau. Son père était un Belge qui a combattu dans les tranchées contre les Allemands pendant la Première Guerre mondiale et qui mourra des suites toxiques du gaz que les Allemands lâchaient. Et quand sa mère est déportée à Dachau, il a 17 ans. Il s'engage dans l'armée et il va combattre les nazis. De l'armée, il va ensuite aller faire l'Indochine. Il mourra en Indochine. Et le général Delattre de Tassigny, qu'on connaît sous le titre de maréchal, qu'il a reçu à titre posthume, le général Delattre de Tassigny dira à propos de Vanden, il dira « Donnez-moi 100 Vanden et je gagne l'Indochine ». Donc je trouvais superbe et très émouvant que l'officier français le plus décoré du XXe siècle soit l'enfant d'une juive espagnole et d'un Belge. Et pourtant, plus français on meurt. Plus français on meurt. Ça, c'est beau. Et je ne voyais personne d'autre que Johan pour mener la barque avec son accent, avec sa façon d'être et son humanité. Et l'idée d'en faire, l'idée aussi, là aussi formidable d'en faire un binôme, espèce de dame damnée avec la femme Mong qui me suit depuis l'Indochine. Cette idée de créer un binôme, c'était l'idée dès le départ ou Oui, parce que ça s'est fait petit à petit, mais je voulais une jeune femme Mong qui l'a protégée, parce qu'en fait, c'est elle qui lui a sauvé la vie. À un moment, on voit dans le film qu'elle montre une blessure qu'elle a au niveau de l'abdomen. Et en fait, cette blessure, c'est un coup de baïonnette. Un Viet Minh a tenté de planter sa baïonnette dans le dos de mon héros pendant la guerre d'Indochine. Elle s'est interposée et elle a tenu le fusil à pleine main pour que la lame ne ressorte pas. Et elle a regardé droit dans les yeux le Viet Minh et c'est là qu'elle a été transpercée par la baïonnette. Et lui s'est retourné à ce moment-là. Il a vu qu'elle avait pris la baïonnette et il a abattu le type qui était à l'autre bout du fusil. Et elle est passée à ça de la mort pour lui. Et les Hmong sont un peuple admirable dont nous nous sommes servis pendant la guerre d'Indochine. C'était nos pisteurs, c'était les pisteurs de nos hommes. Ils ont sauvé beaucoup de vies de la part de nos soldats. Et c'était des pisteurs extraordinaires qui se sont battus pour la France. Et la France les a abandonnés. C'était ma manière à moi de rendre hommage aux Hmong et en même temps de dire ce que nous avons fait au Harki, nous l'avions déjà fait avant. Ce n'était pas un crime inédit. Voilà. Ça, c'est si la France doit rendre des comptes, c'est s'excuser auprès des Hmong et des Harkis pour les avoir abandonnés. Ça, alors qu'ils se sont battus pour nous. Justement, petite transition après tout trouver. Chaque question, votre film justement est dédié à la fois au peuple algérien, bien sûr, mais aussi aux jeunes appelés. Ces appelés qui constituent d'ailleurs les 2 tiers des 23 000 militaires tués en Algérie, face évidemment aux 300 à 400 000 morts du côté algérien, ce qui correspond à peu près à 3% de la population de l'époque, ce qui est énorme. Pensez-vous que votre film puisse trouver un écho au sein de la jeune génération, parce que finalement c'est une guerre, c'était à 60 ans, et pour eux c'est presque abstrait, en fait, ça ne leur parle pas forcément. Est-ce que vous pensez que votre film peut parler à la jeune génération, à l'intérêt, je ne vais pas dire la contraindre, mais d'une certaine manière à l'obliger à se tourner un peu vers son passé et de comprendre un peu ce qui s'est passé? Ah oui, je suis persuadé que mon film va toucher les jeunes et je suis sûr qu'il va briser certains fantasmes sur le comportement soi-disant noble et héroïque des gens du FLN et sur le comportement soi-disant noble et héroïque de l'armée française, parce que chacun pense que son camp a été plus noble que l'autre. Et je pense aux Français d'origine algérienne qui sont nés ici, alors qu'en Algérie, eux, ils savent très bien ce qui s'est passé, c'est réglé, on n'en parle plus, une nouvelle génération, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts bien après le sang, donc maintenant la situation est clarifiée.
vivons en paix et entendons-nous. Ok. Mais je suis persuadé que le film va parler parce que j'ai fait des avant-premières où il y avait des jeunes Français et des Françaises d'origine algérienne qui sont venus avec leurs enfants et elles ont parfaitement compris le film. Les gens ont parfaitement compris mon film. C'est-à-dire que le grand public a parfaitement compris mon film et il n'y a vu aucun manque de respect d'un côté ou de l'autre et il n'y a pas vu non plus une demande de contrition de la part de la France. C'est complètement stupide. Si je n'aurais jamais fait un film dans lequel on va demander pardon. Pardon, pourquoi ? Pardon, pourquoi ? En revanche, ce que demande mon film, c'est qu'on en parle de manière apaisée. C'est un événement historique. Parlons-en. Arrêtons de croire que ceci a été fait alors que ce n'est pas vrai, que cela a été fait alors que ce n'est pas vrai. Non. Parlons-en honnêtement. Mais comme le dit Benjamin Stora, il faut déjà que la France, tout au moins une partie de la France, commence à reconnaître que, oui, les Algériens ont gagné le droit de vivre en paix dans leur pays. Et ils se débrouillent avec leur pays. Et on leur espère la réussite. Et s'ils sont un peu un échec actuellement, c'est pas grave. Ils se battent pour partir vers quelque chose de mieux. Ils ne se battent pas pour quelque chose de pire. Ils se battent pour quelque chose de mieux. Et nous, en France, je suis désolé, même si notre pays est un petit paradis, c'est quand même pas l'Éden total. Sinon, on ne serait pas dans les remous sociaux qui sont les nôtres. Et nous-mêmes, Français, avons eu des vicissitudes, des moments de société un peu difficiles, mais à chaque fois, on s'en est remis. C'est la vie d'une nation. Avec ses hauts et ses bas. Basta. Dernière question, après je vous libère, je vous l'ai promis. Une question un peu plus ouverte, qui n'est pas liée au film, mais où est-ce que vous en êtes de l'écriture de l'adaptation en série d'un prophète ? Parce que la dernière fois qu'on avait des infos dessus, c'était en octobre 2018. On est en janvier 2020. Où ça en est ? Alors, avec mon camarade Nicolas Peufailly, et sous la houlette de Marco Cherki, l'arche narrative est terminée. On a 10 épisodes, on a une saison 1. La question maintenant, quelle est la chaîne ou la plateforme qui acceptera de signer ? Voilà. Mais en tout cas, l'histoire est prête. Il y a 10 épisodes. C'est une saison 1. On va réfléchir au meilleur des réalisateurs. J'ai quelques noms en vue. Mais je peux vous garantir, et ceux qui ont lu jusqu'à présent l'arche narrative ont trouvé qu'elle était fabuleuse. Maintenant, c'est aux plateformes et aux chaînes et à mon producteur de convaincre qu'il faut signer pour qu'on fasse ce qu'on a envie, ce qu'on a écrit, quoi. Voilà. Est-ce qu'on pourrait par exemple envisager cette série par exemple, sur Netflix ou... Ah oui, moi j'adorerais travailler avec Netflix. Je crois plus aujourd'hui aux plateformes. Hélas, Canal+ n'est plus tout à fait la chaîne qu'elle était. Les créations originales de Canal ne sont plus à la hauteur. Je pense que moi, je me suis bien amusé avec Braco, qu'on a fait de très belles audiences, qu'on a cartonné, on a même raflé avec la saison 2 un International Emmy Award. Donc, je suis triste de voir que les séries sur Canal+ ne sont plus de qualité et qu'elles n'intéressent plus personne. C'est dur. C'est la vérité. Il faut regarder le nombre d'abonnés à Netflix par rapport à celui de Canal. Et si vous interrogez, et je vous invite à le faire, n'importe quel jeune dans la rue, vous lui dites les séries télé, tu les regardes sur quelle chaîne ? Je suis sûr que sur les 200 jeunes que vous allez interviewer, pas un seul ne vous dira Canal+. Ils vous diront Netflix, Amazon, streaming, téléchargement, zone téléchargement. Ils vous sortiront aussi... Mais aucun Amazon Prime, personne ne vous dira Canal+. Et je trouve ça triste. Je trouve que les séries de Canal+ manquent sérieusement d'audace. Après, elles sont ce qu'elles sont. Il y a des gens à qui ça plaît, mais je ne suis pas persuadé que aujourd'hui Canal fasse encore des créations originales. C'est triste, hein, j'en suis vraiment déçu. Et j'aimerais, mais les dernières séries que j'ai regardées de Canal ne m'ont pas convaincu.
Ça tient rapidement, ça tient à quoi? À la faiblesse du scénario, on vient rapidement à l'écriture. Ça tient à un manque d'audace sur la caractérisation des personnages. Vous-même, en définissant mon film, vous avez dit qu'il était âpre, dur, qu'il était... Enfin, beaucoup de gens m'ont dit, j'ai jamais vu un film français comme ça, j'ai jamais vu la guerre d'Algérie traitée de cette manière-là, de manière aussi frontale. Je n'ai pas encore vu, depuis Braco, une série de la création originale de Canal+, qui attaque de manière frontale son sujet. J'en ai pas vu. En revanche, j'en vois beaucoup sur Netflix. Après, sur Netflix, toutes les séries ne sont pas vraiment superbement réussies. Sur HBO, ils continuent à chercher leur nouveau Game of Thrones. Mais ce n'est pas seulement qu'une question d'argent, c'est une question d'audace sur les sujets. De quelle manière veut-on les traiter? Sur Amazon, il y a eu des tentatives et il y aura encore d'autres projets. J'ai vu beaucoup de belles séries sur Amazon Prime, puisque je suis abonné. Mais je suis attristé, alors que c'est un outil magnifique, que Canal+ ne fasse plus des séries innovantes, fortes. Et ces derniers temps, je suis désolé, j'ai rien vu de bon, quoi. J'ai rien vu de bon. Et si vous interrogez encore une fois les jeunes, j'ai une gamine, elle a des tas de potes. Et ils me disent tous la même chose. Moi, je suis sur Netflix. Je vous réponds le plus honnêtement possible. Et les gens de Canal, vous pouvez monter ce que vous montez. Les gens de Canal, que ce soit Fabrice de la Patelière ou Maxime Saada, ils me connaissent. Ils savent très bien ce que je pense. Ils le connaissent, mon discours. Pour eux, si je disais l'inverse, ils se diraient qu'est-ce qu'il y a, il a bu. Voilà. Non, ils me connaissent. Ils savent ce que je pense sur le sujet. Mais bon, ils ont choisi une ligne éditoriale. C'est comme quand on est journaliste dans un magazine. Les lignes éditoriales ne plaisent plus. T'as une plume trop acerbe, tu dis trop bon, il est temps de changer de canard. Voilà. Donc voilà. Mais moi j'aimerais bien refaire une vraie série de manière frontale avec Canal. J'ai des projets dans les tuyaux. Je viens de terminer une arche narrative avec Bible sur Madame Claude. Donc c'est une série vraiment forte qui nous montre le personnage tel qu'il était, avec une intrigue, quelque chose de fort. Ça m'étonnerait que Canal+ le signe. Et c'est dommage, mais ils édulcorent tout ce qu'ils touchent. Voilà. Avec Braco, j'étais protégé par rapport aux audiences de la saison 2 et l'International Emmy Award. J'ai pu faire ce que je voulais jusqu'à la saison 4. Mais c'était à chaque fois compliqué. Parce que la violence, parce que le langage cru. J'ai dit, écoutez, voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment, on s'est dit avec mon producteur, vaut mieux qu'on arrête sur la saison 4. N'allons pas faire la saison de trop, qui se ferait dans une ambiance plus tendue sur un malentendu avec Fabrice. Donc, basta. N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.